Je trouve ça génial. Et il y a plein de mecs qui m'ont dit oui, mais quand Macron se déguisait en militaire, ça te plaisait pas. Ben oui, parce qu'en fait, il a pas de style, Macron. Donc, il a une vieille dégaine. Que Elon Musk, il a un projet civilisationnel. Il comprend qu'il ne pourra pas envoyer des hommes sur Mars avec 3 pelés et un tondu aux cheveux bleus. Le bon Donald a un caractère un peu impétueux et surtout ce que les Français ne comprennent fondamentalement pas. Mais avant de commencer, laissez-moi vous dire ce que certains Français ont compris. Ils ont compris que le Made in France était en péril et c'est le cas de notre sponsor Kalos. Kalos, évidemment, c'est la grande marque de produits fabriqués en France et qui soutient vos vidéastes. Alors retrouvez plein d'articles, notamment des vêtements à l'approche des fêtes. Vous pouvez faire un cadeau incroyable sur kalos-france.com et ils nous soutiennent avec ce code promo Trump 2024 qui vous permet d'avoir 10% sur votre commande. Il y a plein d'articles de vêtements qui me plaisent beaucoup. Je vous ai dit que j'allais faire un casse chez Kalos. Regardez tout ça. Et en plus, ça défend l'artisanat patriote, ça défend la filière textile française qui est en péril. Je crois, et il me semble de mémoire, que Jean-Claude Van Damme a dit que d'ici 20-30 ans, il n'y en aura plus du textile français. Alors, allez faire une commande sur kalos-france.com et utilisez bien le code Trump 2024. Merci à eux de soutenir cette vidéo. Je vois que je suis entouré d'hommes sérieux autour de la table. Tu nous connais. Voilà, c'est un plaisir d'être avec vous, les gars, ce soir. Ouais. Merci Je vais à te toi. présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, les rares personnes qui ne te connaissent pas. Tu as une chaîne à succès sur YouTube où tu nous parles de développement personnel, de culture et de politique, mais tu es également journaliste sur le Média Frontières et tu as eu l'occasion de suivre de très très près cette campagne américaine, notamment au travers de plusieurs vidéos. Et aujourd'hui, on voudrait que tu nous parles de ces événements de campagne, justement. Mais déjà, est-ce que tu es satisfait de la description que j'ai fait toi ? Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter ? Non, c'est parfait. Donc, vidéaste depuis maintenant 2-3 ans à peu près, donc avec ma chaîne le Doc, et en parallèle, donc journaliste chez Frontières depuis peu sur le pôle international et américain. Bah, c'est bien, donc tu t'es un peu spécialisé dans le sujet, donc c'est encore mieux. Je sais que tu as fait des vidéos où tu as résumé un peu et tout, donc tu as dû faire des recherches. Tu as eu vraiment le nez dedans pendant un moment pour pouvoir faire tes créations de contenu. Tu voulais nous parler des événements marquants de la campagne. Là, si on te dit événement marquant de cette campagne, qu'est-ce qui te vient tout de suite à l'esprit ? Pour moi, c'est incontestable, c'est la tentative d'assassinat sur Donald Trump à Butler en Pennsylvanie par cette espèce de pied nickelé qui était Thomas Matthew Crook, qui malheureusement a coûté la vie à Corey Comperator. C'est vrai qu'on peut rire, mais il y a quand même eu des morts. Voilà, donc on lui rend hommage ce soir. Donc ça a été vraiment un tournant dans la campagne qui d'ailleurs même a obligé les démocrates à revoir leur stratégie et notamment à comprendre que Joe Biden était fini, qu'on allait assister à une vague rouge digne donc de l'élection de Reagan en 1980. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de propulser Kamala Harris. Ça faisait suite également au débat foireux de Joe Biden face à Donald Trump, où il était clairement inaudible, on ne le comprenait pas. Ouais. Pour toi, le changement, le switch, bonne ou mauvaise décision ? Je pense que ça a été une bonne décision pour les démocrates dans la mesure où vraiment Joe Biden, il suffit de voir son état, il est bon pour l'EHPAD, pas pour gérer la première puissance. Non, il faut dire les termes. Je lui souhaite de trouver une maison de repos qui puisse l'accueillir dans les prochains mois, parce que dans tous les cas de figure, il ne sera pas de nouveau président et c'est une très bonne chose pour les Américains et le monde entier. Donc, pour le coup, oui, ça a été plutôt un bon move de la part des démocrates et en fait, ils n'avaient pas le choix parce que là, c'était une fin programmée pour eux si Joe Biden se maintenait. Ok. Ouais. Donc, événement marquant, entre guillemets, la tentative d'assassinat. Dans la foulée, deuxième événement marquant, on change de candidat. Mine de rien, c'est pas non plus tous les jours que ça arrive. Non, la dernière minute surtout. Je sais pas si Olivier, tu te rappelles que ce soit déjà arrivé dans des campagnes précédentes ? Non, c'est arrivé dans les années 60. Donc Johnson accède à la présidence avec la mort de Kennedy, parce qu'il était le vice-président. Oui, voilà. C'était un peu le candidat par défaut, en quelque sorte, puisque c'était le candidat sortant. Du coup, il avait un peu le boulevard. Et il a été challengé lors d'une primaire, ce qui était inattendu à l'époque. Mais la primaire s'est déroulée, je crois, au mois de mars-avril.
et il a dû se retirer vu qu'il n'y avait pas d'engouement dans son propre parti, mais il s'est retiré en mars-avril. Là, on Pour parle le coup, d'un retrait en pour le coup, juillet. Kennedy, c'est peut-être le seul président américain qui avait un cerveau encore en moins bon état que celui de Joe Biden après l'événement. Ok. Kennedy, c'était le genre de président à un peu se laisser abattre, quoi. Oh mon dieu, putain, non. Ça y est, le pauvre, le doc, il arrive, il est tombé dans un traquenard. Ça part tout de suite dans des trucs indéfendables. C'est qui c'est clown. Il est là, ouais, je suis avec des mecs sérieux, 5 minutes plus tard, des vieux jeux de mots douteux. Donc ouais, switch de candidat. Après ça, il y a quand même eu une deuxième tentative d'assassinat, enfin quasiment déjouée, on va dire, dont on n'a pas du tout entendu parler quasiment. Enfin, en tout cas, outre-Atlantique, je pense que ça n'a pas été tellement remué dans les brancards. Donc après ça, pour toi, quelle suite? Quel est l'événement ensuite qui a fait rebondir la campagne? Pour moi, le moment qui a consacré un début de dynamique en faveur de Donald Trump, c'est le ralliement de Robert Kennedy. Robert Kennedy, puisqu'on était sur le thème de la dynastie Kennedy, je pense que ça a été un moment marquant parce que c'était le candidat indépendant qui rejoignait donc Donald Trump avec tout un poids lié à sa dynastie politique, c'est-à-dire que c'est pas n'importe qui, Robert Kennedy. Il fait partie vraiment les Américains sont très attachés au symbole, et le fait qu'un homme comme lui puisse rejoindre Donald Trump, c'était quelque chose qui a vraiment relancé sa campagne. Pour avoir vraiment analysé les sondages, c'est à partir de ce moment que petit à petit Donald Trump a réussi à remonter dans les sondages et à talonner Kamala Harris. Parce qu'à ce moment-là, il y a eu la convention démocrate où Kamala Harris a pris un grand bond dans les sondages à ce moment-là. Et donc, pour remettre un peu le contexte, à ce moment-là, Trump, sa campagne était un peu commencée doucement en août. Il attendait vraiment la rentrée, parce que c'est là où les campagnes... C'est vrai qu'il n'est pas rentré dans la campagne vraiment très puissamment comme ça. Il a vraiment été progressif. Il a attendu le septembre, parce que septembre... Face à Joe Biden, il n'avait pas besoin, quoi. Oui. En septembre, il y a eu le premier débat ensuite. Enfin, le premier et seul débat, d'ailleurs, entre Trump et Kamala Harris. T'en as pensé quoi, toi, Doc? Moi, je suis pour une victoire de Donald Trump, que les choses soient claires. Il n'y a pas du tout de malentendu par rapport à ça. Neutralité. Voilà, mais j'ai trouvé que pour le coup, il aurait pu être meilleur. Moi, je me souviens du débat en 2016 face à Hillary Clinton où il avait balancé punchline sur punchline, notamment quand il avait dit. Voilà. Ouais, c'est la meilleure de toutes. C'est désormais culte. Donc, non, je pense que j'attendais de retrouver un Donald Trump comme ça. Peut-être qu'il était un peu trop confiant. Et en fait, ce qui est très intéressant dans la campagne américaine, et je ne connais pas votre avis, les gars, à ce propos, c'est que longtemps, Donald Trump a été pointé du doigt par les démocrates comme étant celui qui véhiculait un message négatif, anxiogène, pas du tout porteur d'espoir. Et en fait, on a remarqué que durant l'élection, il y a eu un basculement, c'est-à-dire que les démocrates, de leur côté, ont commencé à avoir ce discours négatif, Trump fasciste, ça va être le cauchemar américain, s'il revient, ça va être la Troisième Guerre mondiale. Et en parallèle, un Trump qui parlait de nouvel âge d'or de l'Amérique, un retour de l'Amérique triomphante, avec une volonté de rassembler, y compris les électeurs qui ne vont pas voter pour lui, tandis qu'en parallèle, ça a insulté d'ordure les électeurs pro-Trump. Non, c'est vrai. Et je pense que tu as raison sur le coup du débat et qu'il est peut-être arrivé trop confiant, etc. C'est-à-dire qu'en fait, Kamala Harris, on savait pas, en fait, ce qu'elle valait en débat. Et quand elle parlait, etc., c'était vraiment, on va le dire, elle passe pour la conne de service, elle est toujours plus ou moins à la ramasse, elle est toujours, elle met le mal à l'aise et tout, elle fait toujours des trucs. Non, mais c'est vrai, c'est toujours le côté cringe comme des Américains, tu vois. Ouais. Donc, je pense que lui, il est arrivé en mode, bon, elle laisse tomber ses pieds. Et finalement, elle a été beaucoup au-dessus des attentes qu'on avait. Ouais. C'est-à-dire que les attentes étaient très basses. Du coup, du fait qu'elle a été plus moyenne. Non, mais c'est vrai, ça a été quand même. C'était une surprise. On va pas. Voilà, ça sert à rien de mentir. C'est l'expression américaine under promise, over deliver. Ouais, non, mais c'est vraiment ça. Et donc du coup peut-être que c'est vrai que du coup ça l'a rendu moins bon parce qu'il il s'était pas préparé aussi durement que sur Hillary Clinton. Ouais, mais il était pas prêt au fait qu'elle ait un écouteur avec son équipe de campagne. C'est vrai que moi je crois toujours à la théorie de cet écouteur. Je suis désolé, mais il y a des photos. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu penses qu'il y avait un écouteur ou pas, le doc? Honnêtement, je ne saurais pas dire, mais de toute façon, j'ai envie de vous dire que il n'y a même pas besoin d'avoir d'écouteurs. Quand il y a une enquête qui est sortie là, il y a de cela quelques jours aux États-Unis, qui disait que si on prend l'intégralité des principaux médias du pays,
85% de la couverture de Donald Trump était négative et 85% de la couverture médiatique de Kamala Harris était positive. Donc à partir de là, si en plus de ça, elle a besoin d'écouteurs pour avoir les bonnes grâces des médias et gagner ses débats, c'est que... Voilà, elle a un cul d'huître, et puis c'est la petite marionnette pour le Deep State qui va faire ce qu'on lui dit de faire. C'est juste ça. Non, mais c'est vrai que sur le plateau, pour le débat, pour le coup, on l'avait dit, hein, elle était vraiment en terrain conquis, elle avait tout le monde avec elle, donc c'est vrai que c'était beaucoup plus... Enfin voilà, les paramètres de base pour qu'elle soit performante étaient vraiment en sa faveur. Aujourd'hui, là, sur la fin de campagne, sur les derniers jours ou les dernières semaines, le doc, qu'est-ce qui t'a marqué ? Est-ce qu'il y a un truc sur lequel tu aimerais mettre l'accent ? C'est le Madison Square Garden, c'est-à-dire l'énorme pied de nez que Donald Trump a fait sur ses terres, hein, parce qu'il ne faut pas l'oublier, hein, Donald Trump, c'est un New-Yorkais. Né à New York. Voilà, né à New York, qui a fait toutes ses affaires à New York. New York l'a rendu riche, mais en parallèle, il était méprisé par une partie des élites new-yorkaises à partir du moment où il est sorti du bois, hein, parce qu'on le sait tous, hein, Donald Trump était très apprécié à la fois des Américains, mais aussi de l'intelligentsia américaine. Mais à partir du moment où il a touché au sacré-saint politique, ça a posé problème. Donc ça a été un énorme pied de nez. Et on sent qu'il veut marcher dans les pas de Ronald Reagan, qui avait réussi à récupérer cet État démocrate en 1980, ce qui n'est pas une mince affaire. Donc pour toi, là, la démonstration de force du Madison Square Garden, c'est un symbole, c'est-à-dire parce que c'est comme tu l'as dit, c'est un pied de nez dans cet texte-là, ou est-ce que ça veut dire plus ? Est-ce que c'est un espoir, entre guillemets ? C'est les deux, en fait. C'est les deux, c'est un tour de force politique, de rassembler autant de monde dans un État qui était autant hostile d'un point de vue politique. Et c'est un message aussi qu'il envoie au peuple américain en leur disant « Je suis capable de réaliser ça sur les terres démocrates, donc je serai capable en tant que président. » En fait, avec Trump, on a l'impression que tout est possible. C'est comme un chat qui retombe toujours sur ses pattes. Il a toujours 10 coups d'avance. D'ailleurs, Trump, la traduction de Trump, ça veut dire atout en français. Et pour le coup, il a toujours un atout, il a toujours une carte cachée dans sa manche comme au poker. Et il arrive toujours à retourner des situations qui seraient... en fait, c'est un entrepreneur d'exception, et puis il retranscrit ça en politique, et il fait très très bien. C'est pas faux. Est-ce que toi qui as beaucoup analysé la pop culture et qui le fait toujours, qu'est-ce que tu as pensé du McDonald's, de Trump qui sert des frites ? Moi, je trouve ça génial. Alors, j'ai reçu pas mal de messages parce que quand je l'ai partagé sur les réseaux, moi, j'ai trouvé ça brillant. Et il y a plein de mecs qui m'ont dit oui, mais quand Macron se déguisait en militaire, ça te plaisait pas. Ben oui, parce qu'en fait, il n'a pas de style, Macron. Donc, il a une vieille dégaine. Et surtout, ce que les Français ne comprennent fondamentalement pas, c'est qu'ils analysent les élections présidentielles américaines avec des yeux de Français. Et ça, c'est le classique qu'on voit tout le temps dans le traitement médiatique, dans les mantras que répètent sans cesse les Français quand ils parlent de Donald Trump. C'est épuisant. Et là, ça a été... En fait, qu'est-ce qu'il a voulu montrer par rapport à ça? Il a montré que oui, c'est un milliardaire, mais il est accessible, il est capable d'aller... c'est un mec qui est proche du peuple. Il se veut populiste, et c'est pas un populiste en carton qui se présente comme populiste juste pour plaire à sa base. Non. À l'inverse de Kamala Harris, on sent une vraie sincérité. Il y a une vraie sincérité parce que je crois fondamentalement que Trump, il aime les Américains parce qu'il faut le dire concrètement. Hein. Trump, il a été une fois président, il a des milliards, il aurait pu aller à Mar-a-Lago ou aux Seychelles, voir des pina coladas. Bien sûr. Faire sa maison. Et le fait qu'ils mettent tout sur la table avec des risques d'assassinat à la fois de démocrates zélés, mais également de l'Iran, parce que l'Iran veut sa tête. Bien sûr, évidemment. Et puis j'ai envie de conforter ce que tu viens de dire avec un chiffre qui m'a beaucoup impacté. C'est qu'un président américain a 8,7% de chances de se faire assassiner, contrairement à un citoyen lambda qui a 0,006%. Il prend un véritable risque de se faire assassiner. Hein. Oui. Bien sûr, surtout dans le cas de Donald Trump, où à mon avis, on peut augmenter aisément le pourcentage. Ouais. Bien sûr.
Non, et puis bon, la différence, pour répondre à tes détracteurs, entre guillemets, qui disent oui, quand Macron il se déguise en militaire. Macron, déjà, il se déguise en militaire pour prendre un statut supérieur, entre guillemets. C'est-à-dire que le côté militaire, etc., c'est pas le mec qui vend des hamburgers. Donc déjà, c'est pour se la péter. Et ça ne répond à rien. Tandis que Trump, ça répond à quelque chose. C'est un truc de campagne. Il a pas fait ça au hasard. Il fait ça parce que Kamala Harris avait dit qu'elle avait travaillé chez McDonald's, qu'on commençait à savoir que c'était faux, qu'il n'y avait pas de preuves. Donc il a fait ça exprès, juste pour dire j'ai travaillé 15 minutes de plus chez McDonald's que Kamala Harris. Génie, mec, c'est là que c'est du génie, c'est là que c'est grand. C'est pas, ça sort pas du trou du cul d'un poney, juste tiens, je vais faire chez McDonald's. Bah non, il a choisi ce truc-là et c'est là où c'est marrant parce que, et comme tu dis, c'est là où il faut pas le voir avec des yeux français parce que les politiques français ils font pas des trucs comme ça et c'est dommage. Mais c'est qu'ici il y a ce genre de choses, les punchlines, les réponses. C'est le showman par ça nature. marche sur les Américains. Il a consacré une journée de campagne qui a vaut de l'or en période présidentielle et il est allé dans un McDo, il a bossé, il a tout organisé juste pour troller Kamala Harris. Et puis le camion poubelle après. La suite c'est le camion poubelle. C'est Joe Biden qui traite les électeurs de Donald Trump d'ordures et du coup le lendemain, quelques heures après, il débarque en camion poubelle à un meeting avec un camion poubelle floqué de Donald Trump. T'en as pensé quoi du camion poubelle, toi, le doc? Le camion poubelle, là encore, ça a été. Lui, il adore. Ça a été j'achète. un tour de force. En fait, quel message il envoie? Il envoie le message qui ne méprise pas le peuple américain. Il y a beaucoup d'Américains qui ont des problèmes économiques, qui doivent payer leurs études et qui sont passés par ce qu'on appelle les dirty jobs, les tafs un peu compliqués, manuels, pénibles. Et en fait, il leur envoie un message en leur disant « Je suis milliardaire, mais je vous comprends. J'entends vos voix. Je ne suis pas déconnecté. Je ne fais pas partie de ces élites qui vous méprisent. » Et ça, c'est très fort. Non, excellent, clairement. Clairement, et puis, il y a une autre chose, c'est que quand on est dans notre position, et nous, on le vit aussi, même sans parler de l'Amérique, même en tant que droitard français, etc., tu te fais insulter de partout, etc. Il y a plusieurs façons de réagir. Et en fait, en ne faisant pas le mec offusqué, énervé, etc., il envoie aussi un message à son public en disant... faut vous en foutre, tu vois. Ils vous insultent, ils vous traitent, machin, et bah riez-en, ils seront d'autant plus énervés. Donc en fait, il envoie une espèce de message d'apaisement, c'est-à-dire que quand il se fait traiter de poubelle, il vient avec un camion poubelle, ça le fait marrer, plutôt que de faire une conférence de presse à la con. Plutôt que de dire c'est insupportable, etc., et de monter, d'échauffer les esprits, finalement, il troll et c'est la meilleure, la meilleure réaction. Ouais. Juste pour ajouter quelque chose, ce qui est très fort avec Donald Trump, c'est son côté paternaliste. Moi, je me souviens que pendant la campagne de 2016, il avait une phrase qui ressortait souvent, c'était « on va s'en occuper ». C'est-à-dire qu'on lui exposait un problème et il n'allait pas rentrer dans des longs discours pour plaire à son électorat. Il leur répondait juste « on va s'en occuper ». C'est-à-dire, c'est pragmatique et c'est le père de famille. Tu as un problème, il vient te voir, mais il n'y a pas de problème en fait, parce que je vais m'en occuper. Et c'est un peu ce signal qu'il envoie. C'est un petit peu le rôle du président, normalement, aux États-Unis. Enfin, c'est ce côté-là, vraiment, justement. Ouais. Totalement. On a parlé un petit peu des ralliements en parlant de RFK. Il y a eu beaucoup plus que RFK des gens qui sont ralliés à sa campagne. Il y a Joe Rogan récemment, mais Elon Musk aussi s'est extrêmement exposé pour soutenir Donald Trump. Est-ce que ça, tu penses que ça va jouer un rôle ou finalement pas beaucoup? Ça va jouer un rôle fondamental parce que Elon Musk, il a un projet civilisationnel. Il comprend qu'il ne pourra pas envoyer des hommes sur Mars avec 3 pelés et un tondu aux cheveux bleus, et qu'il est obligé, notamment aussi d'un point de vue de natalité, de recréer dans la société américaine un élan civilisationnel. Et ça, Musk l'a très bien compris. Pas l'animal. Pas l'animal. Mais ça, Elon Musk l'a très bien compris, et c'est un atout majeur, notamment par le biais de la loterie qu'il a lancée pour inciter les Américains à voter. Là où je m'inquiète, c'est que dans le scénario où Donald Trump perd les élections, c'est la merde pour lui. Elon Musk va être empêché par tous les moyens par les démocrates de mettre en place ses projets. Il y aura beaucoup d'enquêtes judiciaires là. Bizarrement, il va avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête, et le souci, c'est qu'il a un projet qui derrière est bien plus grand, même au-delà de l'élection présidentielle américaine. Mais le problème, c'est que l'élection, c'est un corollaire pour que son projet puisse aboutir un jour. Non, et puis bon, il a œuvré pour la liberté d'expression, on l'a vu, avec le rachat de Twitter, etc., avec ce genre de choses. C'est sûr que là, ça va être beaucoup plus difficile pour lui de continuer sur ce terrain-là si Harris est élu. Ouais. Exactement.
Toi, tu le connais bien en plus parce que tu as fait plusieurs vidéos sur Elon Musk, etc. Donc, c'est un sujet que tu suivais. Est-ce que tu t'attendais à. Toi qui connaissais mieux que nous, parce que plus intéressé, parce que tu as dû travailler pour tes vidéos, tu t'attendais à Elon Musk qui débarque dans la campagne de Trump ou pas du tout? Pas à ce point. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a racheté Twitter, j'ai senti qu'il allait œuvrer parce qu'on voyait bien le projet derrière, puisqu'il reprochait le fait à juste titre que les républicains étaient invisibilisés sur les réseaux, mais même toute la droite internationale, que ce soit en France ou ailleurs. Et à partir de là, j'ai senti vraiment les prémices de quelque chose, mais jamais j'aurais imaginé qu'il puisse autant s'investir dans la campagne avec tous les risques que ça impliquait pour lui, parce que ça reste un homme d'affaires. Mais en fait, il est dans une sorte d'impasse. C'est-à-dire qu'il était un petit peu obligé de sortir du bois et de défendre Donald Trump parce qu'il a besoin de Trump pour ses projets personnels. Oui. Est-ce que tu crois à Elon Musk au gouvernement? C'est ce que tu allais te poser? Non, vas-y, je t'avais. Excuse-moi. Je disais, est-ce que tu crois à Elon Musk dans un bureau, enfin, je veux dire, au gouvernement, entre guillemets, en tout cas, rallié au gouvernement avec un bureau de coupe des budgets ou ce genre de choses? Est-ce que tu y crois? Oui, j'y crois. Le seul truc qui m'inquiète, c'est le fait que le bon Donald a un caractère un peu impétueux, et je pense que c'est deux forts caractères. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de friction en cas d'élection de Donald Trump, et si Elon Musk le rejoint aux affaires, parce qu'il y a déjà eu des frictions entre les deux hommes, notamment quand Donald Trump a voulu sortir de la COP21. Et j'ai toujours cette inquiétude, mais je me dis que les lignes ont tellement bougé et qu'il a tellement ce souhait de s'investir dans la campagne que peut-être il se tapera un peu sur le ventre et ils vont agir en tant qu'adultes et ils vont négocier entre eux et ça le fera. Ce clash, il sera identique avec RFK, Robert Kennedy Jr., qui, lui, est beaucoup plus écologiste, beaucoup plus porté sur des trucs assez controversés. Homosexuel, tu peux le dire. Qui part complètement en couille. Je suis d'accord avec toi. Trump, c'est typiquement le genre de gars qui va se dire non, il faut subventionner l'agriculture américaine, typiquement, alors que Musk va dire bah non, c'est pas assez libertarien. Et donc, on imagine ce genre de conflit arriver. Entre Musk et Age. Bien sûr. Là. Et RFK, c'est ça. Par exemple, typiquement, RFK, il serait contre la fracture hydraulique en Pennsylvanie, alors que Trump est c'est tout le problème de ces gens qui se rallient. Moi, j'ai toujours du mal à comprendre ça. Je ne comprends pas comment on peut être démocrate et d'un seul coup républicain, et surtout pas Trump. Je comprends pas comment on peut dire ah bah j'étais démocrate toute ma vie, mais comme Harris j'aime pas, je deviens Trumpiste. Je veux dire, quelle part de conviction t'as? Tu vas dans un camp où, oui, globalement, oui, mais parce qu'on a des valeurs en commun. Oui, ok, d'accord, il y a des valeurs en commun, mais politiquement, tout vous oppose. C'est-à-dire, tu n'es d'accord normalement avec. Enfin, en tout cas, si t'as pas menti dans les années précédentes, t'es d'accord avec rien de son programme. Parce que pour un mec comme toi qui est droit dans ses bottes, c'est inimaginable. Mais pour eux, c'est des psychopathes, mec, c'est des politiciens. Oui, voilà, mais donc du coup, comme il dit. Kennedy est un psychopathe. Non, en fait, c'est juste qu'il se trouve que dans le cas de Robert Kennedy, il est en fin psychopathe, de 60... tu sais, je pense qu'il parle dans la définition qui ressent aucune émotion. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, c'est calculateur, il y a ça et tout. En fait, il a 77 ans, il ne pourra jamais faire son programme si jamais il rentre. L'administration Trump, c'est sa seule chance de faire le projet de sa vie. Et donc effectivement, il n'y a aucune chance. Sacrifier des principes pour une potentielle chance, quoi. Mais c'est surtout qu'il fera jamais le projet de sa vie. On revient un peu sur la discussion des puristes d'hier. Non, mais je vois pas comment il pourrait. Tu vois ce que je veux dire? T'arrives et tu dis bon alors, moi j'ai mes idées qui ont rien à voir avec les vôtres, mais non. En fait, il va rentrer dans un domaine spécifique. Typiquement, RFK, on l'attend à la FDA, la Food and Drug Administration, sur des sujets. Il va être ministre d'un truc spécifique sur lequel il a de la compétence et de l'intérêt. Et effectivement, il sera pas d'accord avec Trump sur les sujets écologiques, mais c'est pas là où il va être. Donc dans ces cas-là, il va avoir une politique socialiste, interventionniste, contrairement à ce que Musk a envie de faire. Tu parles de Trump du coup là? Non, je parle de RFK. RFK va avoir une politique interventionniste. Mais moins que Trump par exemple, tu vois. Ah non, parce que ce mec, lui, il veut complètement réguler la bouffe, il veut taxer ci pour subventionner ça. Là, il parle de Kennedy. Kennedy, Bon, on va revenir au Doc. Toi, t'en penses quoi, Doc? Merci d'être avec nous. Je finirai sur ça parce que malheureusement, après, je dois reprendre le taf. Il ne faut pas oublier que ça reste un démocrate. Et que, enfin, originellement, c'est un démocrate. Et les démocrates sont interventionnistes. C'est-à-dire que le rêve des démocrates, secrètement, c'est que les États-Unis deviennent une France bis, avec un État-providence qui coupe et qui taille surtout. Donc, en fait, je suis d'accord avec les Guises. Il ne faut pas se tromper. Quand tu as eu 40 ans, voire plus,
dans les arcanes du Parti démocrate, tu as des réflexes encore, ça se perd pas. Donc, à mon avis, il va devoir lutter ardemment contre ses instincts. Je suis tout à fait d'accord. Ses instincts collectivistes marxistes. Non, mais c'est vrai. Moi, j'arrive pas à comprendre comment ils font cette gymnastique, mais ouais, t'as tout à fait raison, le doc. Ouais. Tu ressembles un peu à. Il y a un petit air de J.D. Vance d'ailleurs, dans la classe, dans le fait d'être posé, les sourcils. Les sourcils. Il prend des points très précis, tu sais. Le haut des lobes d'oreilles. En tout cas, le doc, on te remercie beaucoup. On te laisse retourner à ton travail. Merci beaucoup de ton intervention. C'était vraiment pertinent. Et les gens, vous pouvez aller vous abonner à la chaîne du doc. Tout simplement, le doc, c'est le nom de ta chaîne. Je ne me trompe pas. Et à le suivre sur Instagram. Ouais, toutes ces alliances, moi je pense que Trump va remporter, si Trump remporte cette élection, c'est grâce aux nouvelles alliances, à des gens qui avant étaient soit centristes, soit démocrates, et maintenant se sont ralliés au camp Trump, Tulsi Gabbard, Joe Rogan dans une certaine mesure, Elon Musk, RFK évidemment, plein d'autres gens qui avant étaient pas vraiment du camp Trump, vraiment pas du camp Trump. Et aussi, deuxième point, c'est le colistier de Donald Trump, J.D. Vance. J.D. Vance était un never Trumper, c'est-à-dire quelqu'un qui n'allait jamais... En 2016, il était never Trump, je ne veux pas de Donald Trump en 2016, et maintenant est colistier de Donald 8 ans plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a beaucoup de gens qui étaient déçus que Donald Trump choisisse quelqu'un qui lui était hostile il y a 8 ans. Moi, je pense que c'est un move, une stratégie qui va payer, parce qu'il faut se rappeler qu'entre 2016 et 2020, il y a 11 millions de personnes qui n'avaient pas voté pour Trump en 2016, mais qui ont voté pour Trump en 2020. Donc, Trump a réussi à convaincre dans son camp des républicains qui ne voulaient pas le soutenir, ils l'ont convaincu. J.D. Vance, c'est le symbole des gens qui détestaient Trump quand il venait de débarquer, parce qu'il venait de l'entertainment, il venait du divertissement, et qui ont changé d'idée, de manière tout à fait honnête, d'opinion, en voyant ce que réellement Trump a fait. Voilà, et donc c'est excellent, en fait. Parce qu'il faut que cet électorat que Trump a remporté en 2020 par rapport à 2016, il faut qu'il se présente en 2024, sinon c'est sûr qu'il ne remportera pas l'élection. Clairement. Toi, le Guise, qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans cette campagne ? Le souvenir. C'est la question qu'on a posée au doc, il a dit le fight de Donald Trump. C'était quoi, pour toi Alors moi, je vais pas être très original, parce que ça va être comme notre ami le doc. C'est vraiment cette image parfaite du McDo. Cette image parfaite dans les couleurs, dans la luminosité, dans la façon de s'habiller de Trump, dans sa façon de se tenir et tout. J'ai trouvé que c'était une action de communication parfaite. J'avais l'impression de voir une pub pour McDo, quoi. Le fondateur de McDo, très gentil, très bienveillant. Je me demande comment ils l'ont pris, tu sais, corporate au McDo, parce que c'est une grande entreprise. Ils doivent avoir des mecs, tu sais, pas des avocats, mais des mecs de marketing qui se sont dit, ça se trouve, on va se faire boycotter, tu sais. Il y a dû avoir une approbation de McDo, en effet. Ouais. Je sais pas s'il y a une approbation, parce qu'en fait, le gars qui a prêté son McDo pour cette opération, cette mise en scène, c'était un mec qui possède plusieurs franchises. Je crois pas qu'ils aient impliqué la maison mère pour ça. Waouh, c'est intéressant. Mais écoute, moi je pense que c'est de la pub pour McDo, mec. Le monde entier a vu ces images. Ça les implique pas directement. Tu sais, tout le monde va au McDo, que tu sois de droite, de gauche, que tu sois vieux, que tu sois noir. Ça fait partie de ce genre de marque où en fait, les boycotts ils tiennent pas. Parce que il n'y a pas d'alternative au McDo. Oui, tu peux manger autre chose, mais c'est la marque que les gens adorent. Ouais, c'est ça. Pas adorent. Ouais, moi, l'événement le plus marquant, c'est évidemment le 555, mais je vais vous en trouver un autre. Moi, l'interview chez Joe Rogan, j'y repense encore parce qu'en fait, j'avais peur, moi, que Donald Trump aille chez Joe Rogan. Parce que Joe Rogan, c'est des longues interviews et Trump, des fois, il part un peu dans les méandres de conversation un peu longues et tout ça. Et j'avais peur qu'il fasse un peu disque rayé Trump chez Joe Rogan. Et en fait, j'ai trouvé excellent. La première partie de l'interview, Trump raconte son premier jour à la Maison-Blanche et en fait, il est presque touchant quand il raconte ça. J'aurais jamais dit de ma vie que j'allais dire que Donald Trump était touchant parce que c'est un mec un peu féroce. C'est le businessman qui lâche rien. Il a été humain. Il a été complètement humain. Il a montré un visage différent dans cette interview. Et puis, faire une interview de 3 heures sur un plateau avec quelqu'un, Kamala Harris n'a jamais fait ça, encore moins sur un plateau potentiellement hostile, ou en tout cas, j'ai pas envie de dire que Joe Rogan était hostile, mais il l'a questionné sur des sujets pas faciles, il n'a pas brossé dans le sens du poil. Et sur l'écologie, il a retourné pendant 30 minutes parce qu'il voulait avoir une réponse de Trump sur quel est l'intérêt des activistes écologiques. Il est allé chercher sa réponse. Non, l'interview était excellente. Ouais, on l'avait dit, il n'était pas complaisant. Et en fait, c'était aussi ça le risque de cette interview. Je te rejoins sur le fait que le risque, est-ce que Trump va pas partir dans des envolées lyriques. Le risque, moi, j'avais peur, c'était
qu'on ait l'impression que Rogan lui sert la soupe. Tu vois ce que je veux dire ? c'est ça. Et du coup, on dise, bah ouais, il fait 3 interviews, mais en fait, le mec est. Et en fait, pas du tout. Ouais. Rogan, il a été pertinent sans être agressif, sans être partisan, mais il lui a posé des vraies questions où il aurait pu être en difficulté, Donald Trump. Tu vois il aurait pu. donc, du coup, ça ce qui fait la qualité de l'interview. Pour toi, l'événement le plus marquant de cette campagne, c'était quoi ? L'image marquante, celle qui va rester dans ta tête. C'est fin point, je suis avec le doc, la tentative d'assassinat. la tentative d'assassinat. Bon, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, On ouais. peut faire difficilement. Difficilement mieux, ouais. Il a fait de ces images, le Trump. Il y a une chose quand même beaucoup moins importante, mais juste qui m'a marqué récemment. Bon, la tentative d'assassinat exceptionnelle, vraiment, pour 2 raisons. D'une, pour la façon dont Trump réagit, etc. De 2, parce que on se rend compte de la friabilité des services secrets américains. Ouais. Du coup, ça laisse la porte ouverte à complot, ou tu vois ce que je veux dire, enfin entre guillemets, tu te dis c'est quand même fou quoi, les services secrets américains. Et donc un truc qui m'a marqué très récemment, c'est pas le soutien déguisé de Ron Paul à Donald Trump. Oui. C'est vrai que c'est super important. Je sais pas si c'est un soutien, on peut pas appeler ça un soutien, parce qu'il a pas dit je soutiens Donald Trump. Non. Mais c'est la première fois déjà Ron Paul qui parle quasiment jamais, et qui est normalement vraiment du style à jamais supporter aucun politicien, gros libertarien. Il a fait beaucoup de livres, c'est un Texan, il a fait beaucoup de livres très importants sur la liberté, sur le pouvoir de la politique américaine, qui est élu depuis plusieurs décennies, un gros libertarien, et c'est la première fois qu'il se positionne. Voilà. Et en fait là il a pris un positionnement déguisé, parce qu'en fait en gros il a tweeté, il a laissé comprendre qu'il pourrait faire partie du bureau des coupes budgétaires. Et là on parle de Ron Paul, parce que j'ai reçu un mail d'un abonné qui m'a dit non, il parlait de Rand Paul qui est son fils. Non, on parle de Ron, on parle du père, on parle du dinosaure. On parle de celui qui a 125 ans là. À peu près, 130 ans, il va sur ses 120 siècles. Ça c'est un exemple je crois qu'il était un père fondateur de l'Amérique, non? C'est ça, il devait être sur le mont Rushmore, mais il rentrait pas. Il a croisé des trop grosse. C'est ça, personnalité. On parlait justement des images marquantes, c'est marrant parce qu'on arrive à dire ralliement d'indépendants, Ron Paul dans la campagne, tentative d'assassinat, Trump au McDo, Trump camion poubelle. Image marquante de Trump pendant l'élection de 2020. Ouais, c'est tu vrai vois, que... Moi, c'est là où je dis la campagne était excellente, ce cycle électoral-là. C'est parce qu'en 2020, où étaient les images marquantes? Quel est pour toi le meilleur move de campagne de Kamala? Le meilleur move de campagne de Kamala? L'oreillette. Son débat était plutôt bon, mais elle n'a pas capitalisé derrière. C'est pas un bon marquante, move. C'est pas un bon move. Est-ce qu'elle a fait un truc où tu dis ah bien joué? Moi je pense que c'est la weed. Ah. Ouais, mais elle a annoncé ça il y a 2 jours, je sais pas. Elle aurait dû faire ça plus tôt, ça fait un peu truc de désespéré, mais c'est quand même l'annonce qui peut faire. Mais c'est nul comme annonce. Que tu vois, c'est comme si tu disais Trump, sa meilleure annonce c'était pas de taxe sur les pourboires. Mais Baptiste, c'est loin d'être sa meilleure annonce, tu vois. Ouais, mais il y a plus de gens il y a plus de mecs mais je comprends ce que tu veux dire. Qui sont capables de voter juste pour la weed que de mecs qui sont capables de voter juste pour les pourboires. La meilleure photo, le meilleur clip, le truc le plus instagrammable qu'a fait Kamala Harris, c'était la convention démocrate, mais c'était quand même lisse, quoi. Il n'y avait rien de dingue. Hein. Il n'y a eu aucune image de Kamala Harris marquante. Hein. Bah, après, c'est vrai qu'on n'est pas non plus. Ça se trouve non, mais un démocrate. Je veux dire ce que eux disent, ils vont dire oui, c'est quand il y avait Megan Thee Stallion qui a fait son concert, ou du coup, elle a dit qu'il votait pour Kamala Harris. Tu vois. Il y a ce connard de Willie Nelson, surtout. Ah putain, mais ça, tu sais que il a beau être démocrate depuis toujours et tout, il y a plein de gens qui m'en ont parlé. Je parle pas des Français, je parle des Américains qui disaient ouais, je savais que Willie Nelson il était démocrate et tout, mais putain, le voir supporter Kamala, c'est vraiment un truc de fou. Et je suis là genre, mais vous vous attendiez à quoi? C'est une merde depuis 50 ans. Bruce Springsteen aussi, du coup, qui est moins une merde. Ouais, mais non, lui, il a toujours été démocrate aussi. Il a toujours été démocrate. Ouais, même si la musique... Non, mais Willie Nelson et Bruce Springsteen, j'adore leur musique. Mais c'est des connards de démocrates depuis des années, c'est pas choquant, tu vois. Image dingue de campagne, tu vois, c'est pas forcément que du Trump, c'est Hulk Hogan qui défonce son t-shirt sur son débardeur. Hulk Hogan qui a toujours été républicain aussi. D'ailleurs, il y a peu de doute. D'ailleurs, c'est marrant de voir, je vais dire un truc, mais le seul catcheur qui défend Kamala, c'est Batista, et il est littéralement, enfin, je vais dire un truc de fou, mais il est littéralement devenu métrosexuel. Non mais vous avez vu Non mais attendez, je vous montre une photo. Vous avez vu Batista aujourd'hui? Si tu mets Batista... T'es en train de dire que c'est le mec le plus faible de la bande? Non, c'est juste qu'il était super viril, badass et tout, et comme par hasard, maintenant qu'il est démocrate, il ressemble à un métrosexuel. C'est quand même, je sais pas, on dirait que c'est fait exprès, tu sais, on dirait que genre c'est fait pour faire des mèmes, quoi. Non, c'est dingue, mais les soutiens. Est-ce que tu connais Harry Season? Oh là là, tu le googles, lui, c'est le mec le plus imberbe, le plus machin. Enfin, tu vois, c'est le. Et en fait, il a que des potes comme lui, tu sais.
parce que c'est souvent le cas. Ouais. Et le truc, c'est que mais c'est les petits gays là qui ont 18, 20 ans et qui supportent Harris. Il bosse à la Maison Blanche en tant qu'assistant porte-parole, je sais pas quoi. C'est White Dude for Harris. Et en fait, le gars, il s'est pris en photo avec des potes à lui. Ils sont 5 dans une voiture, tu sais. Et il se prend en photo en mode selfie. Donc ils ont tous des gueules. Ça fait vraiment même. Et ils sont là genre real men vote for Kamala Harris. C'était genre mec, t'es pas un real man du tout. C'est marrant, on dirait qu'ils font ça pour les mêmes quoi. Mais c'est ouf. T'es là, t'as envie de dire mais tu me donnes trop, c'est trop facile là, j'ai même plus envie. En fait, dans leur tête, un vrai homme, c'est plus un mec viril, c'est un homme efféminé. C'est un homme déconstruit. C'est ça, un vrai homme. Je sais pas, mais bon. D'accord. Il y a Dr Phil qui a supporté Trump. Ouais, Dr Phil, c'est qui a supporté Trump. Oui. Dr Phil qui est revenu. Qui a fait une interview avec Trump déjà, qui n'était pas terrible d'ailleurs. Qui est revenu vivre au Texas. Oui. Dr Phil qui avait ses locaux en Californie, qui faisait l'émission. Pour les gens qui connaissent pas Dr Phil, c'est un psychologue qui fait des émissions très très connues aux États-Unis. Je sais pas s'il est psychiatre ou psychologue, je veux pas dire de bêtises. Mais en tout cas, il fait des émissions très très connues où en gros, des gens viennent avec des histoires de famille compliquées ou des dilemmes, etc. Et lui, il essaye de démêler tout ça, il donne des points de vue, il fait débattre les gens, etc. C'est une émission un peu neutre. C'est pas si trash, tu vois. Il y a des fois, il y a des gens qui viennent avec des émissions, des histoires un peu trash. C'est pas, mais il y a tout, quoi. De l'exhibition sordide. Non, surtout que lui, il essaye pas de faire le show. Il est assez calme et posé. Bon, il essaye de voir les choses, ça va. Et il était en Californie, et là, en fait, il a plusieurs émissions. Et là, en fait, il a fait construire des locaux au Texas, à Fort Worth d'ailleurs, où il y a tous ces locaux, tous ces studios au même endroit. Donc en fait, il fait toutes ces émissions-là parce qu'il est à la base originaire du Texas. Mais des relocalisations, il y a Joe Rogan, Elon Musk. Elon Musk, bien sûr. Plein d'entreprises. Qui se relocalisent au Texas. Ouais. C'est ça qu'on est au Texas, spécifiquement, Daily Wire, un grand média de droite qui s'est Tennessee. Ça, c'est une grosse différence avec la campagne de 2020. Il n'avait pas des soutiens aussi mainstream, Trump.